Clément, 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 réveille-toi. Par ici. Clément. Oui, ici. Oh. Alors, quand est-ce que ça arrive, Opération Casse-Noisette? Oui, ça fait un moment que tu nous l'as proposé. Effectivement, ça fait plus d'un mois. Alors, ça arrive quand, Opération Casse-Noisette? Quoi? Mais attends, mais d'où vous parlez? Comment? Arrête! Non, j'ai... Qu'est-ce que tu... Arrêtez! Mais pourquoi? Ah! Faut que je fasse ce film. Faut que je me trouve une tenue quand même. Et ben voilà. Hey, ça cartonne les amis et bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de 2015 où je vais vous parler d'un film dont je vous parle depuis un bon petit moment, à savoir Opération Casse-Noisette. Enfin! Il s'agit d'un long métrage américano-canado-coréen, oui, rien que ça, en 3D réalisé par Peter Lepetionis, qui est l'adaptation d'un cartoon donc beaucoup plus court, nommé Sully Squirrel, que vous pouvez retrouver dans les bonus du DVD. Et qui, faut savoir, est beaucoup moins amusant que la version long métrage, mais ça vous ne pourrez le savoir que en regardant le film. Je vous mettrai un lien d'une vidéo YouTube qui vous présente le court métrage en question, qui là mériterait vraiment d'être qualifié de casse à la noix. Le court métrage, hein, pas le long. Mais ça, je vais le dire pourquoi. Ce qui est étonnant, c'est que le film, lors de ses premières projections en salle aux USA, a su faire parler de lui et en bien, et qu'il a pourtant été considéré comme un outsider. Alors, je suis de ceux qui vous diront que le film est clairement génial. Comme il est dit au dos de la boîte, un film d'animation rythmé, drôle et savoureux qui séduira aussi bien petits et grands, et je partage totalement cet avis. Il s'agit peut-être pour moi d'un des meilleurs films d'animation de 2014, si je mets de côté les blockbusters du genre Dragon ou encore le dernier chef-d'œuvre de Miyazaki, Le Vent se lève. Alors, j'ai 19 ans, hein, je suis bientôt 20 ans même, et j'adore ce film d'animation et je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme je vous l'ai dit, ce film saura plaire aussi bien aux grands comme aux petits, et pour le coup, les boîtes de production Red Rover, Toolbox Entertainment et Gulfstream Pictures savent nous servir un film d'animation de qualité en termes de scénario original, de personnages attachants, de graphisme simple mais réussi. Alors premier point sur lequel je tiens à revenir, c'est tout d'abord le titre du film, Opération Casse-Noisette, qui n'est pas formulé comme ça dans le seul but de nous faire rire, par un jeu de mots, par le fait que les héros sont des écureuils et autres rongeurs du parc, mais c'est surtout une espèce de grosse parodie de film à la Mission Impossible, avec beaucoup de second degré et de l'animation en plus. Il s'agit également d'une référence au jouet du même nom, le casse-noisette, qui consiste à briser la coque d'un arachide pour pouvoir l'extraire et le consommer par la suite. Des jouets généralement en groupe, hein, vendus en masse entre guillemets, ce qui est le cas de nos héros. Là où le scénario fait fort, c'est ce qu'il parvient à nous expliquer, étant adressé pourtant à un jeune public. Dans ce genre de casse, de fiction évidemment, le plus compliqué c'est savoir improviser. Bien entendu, le casse principal qui constitue l'intrigue du film est réalisé dans une boutique d'arachides de toutes sortes, donc des noix, des noisettes, des cacahuètes, etc. Et est commis par des écureuils, ce qui en soi est déjà très amusant, mais d'une part parce que ce ne sont pas d'autres animaux qui commettent ce casse, et deuxièmement parce que des films avec des écureuils pour personnages principaux, il n'y en a pas tant que ça. Bah, et nous alors? On coule pour du beurre, c'est ça? Du beurre de cacahuète? À part Alvin et les Chipmunks, bien entendu. D'autant plus que la boutique d'arachides est jumelée à une banque, ce qui est la véritable cible des vrais cambrioleurs,
Et ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que dans ce genre d'opération, il y a bien entendu, comme on va l'apprendre, des imprévus, mais en plus de ça, des taupes. Et sans mauvais jeu de mots, outre le même type de rongeur qui porte exactement le même nom et qui sera également présent dans le film auprès de nos personnages. Et enchaînons tout de suite d'ailleurs avec les personnages. Roublard, le héros du film, est un écureuil dont la particularité est que son pelage soit de couleur violette. Rien que ça le rend déjà super original, je trouve. Roublard est quelqu'un d'indépendant, il nous le montre au travers de son personnage et de ses façons d'agir pour ses besoins naturels. Il préférerait catégoriquement refuser de partager ses biens avec ses semblables et donc de garder une part personnelle à lui. Par-delà, il nous présente toute son autonomie face à ce que Mère Nature lui inflige aux êtres comme lui et qu'il ne faut malheureusement compter que sur soi-même dans les moments difficiles afin de casser la graine comme il dit. Il sait que la vie qu'il mène n'est pas sans risque et surtout pas sans conséquences vu qu'à tout moment il peut amener les animaux du parc à leur perte, mais cela ne l'empêche pas de continuer avec plaisir du moment qu'il ne doit pas se faire à l'idée de partager son butin avec qui que ce soit, hormis son poteau, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Passons au personnage de Roussette, qui, d'après une réplique de Roublard en début de film, serait la petite sœur écureuil de ce dernier. En plus d'avoir donc un pelage orangé et donc plus naturel, elle a une personnalité totalement contraire vis-à-vis de Roublard, vis-à-vis de sa façon de vivre, de ses méthodes et des différends qu'il a envers les siens. Pour autant, Roussette n'est pas totalement d'accord avec l'avis des autres animaux du parc qui concernent les agissements de Roublard où ces derniers veulent lui faire entendre raison et veulent l'exclure de leur communauté. Roussette tient à faire entendre à chacun que se rejeter les uns des autres n'est pas une solution, que chacun a droit à une seconde chance dans la vie et surtout que justice soit rendue correctement, tout en prouvant par la même occasion que l'on peut agir sans passer pour des animaux sauvages, même si leur environnement donne une image faussée d'eux. Enfin, les écureuils, hein. Seul Grisou est le personnage qui, aux yeux de Roussette, devrait arrêter d'extrapoler son image de héros du parc. Et pour ce qui est du personnage de Raton, celle-ci tient à lui faire entendre qu'il n'y a pas du mauvais en chacun de nous et qu'il y a donc encore de l'espoir pour repartir sur de bonnes bases. Maintenant, passons au personnage de Grisou, ou plutôt de la tête à claque du film comme je l'appelle. Oui, bon, là c'est moi, d'accord. Grisou est, comme son nom l'indique, vous l'aurez compris, un écureuil au pelage gris et dont la personnalité serait légèrement opposée au personnage de Gaston dans La Belle et la Bête, bien qu'il ne soit pas aussi méchant. Enfin quand même. On s'en rend compte notamment dans le comportement des autres animaux du parc qui vénèrent Grisou comme un dieu et dont celui-ci ne cesse de radoter son image si parfaite aux yeux de Roussette qui renvoie une fois de plus au personnage de Gaston dans le village de Belle avec cette dernière et ses villageois. Regardez à nouveau le film, vous verrez des similitudes. Alors ce dernier se comportera quand même à quelques moments du film comme le héros qu'il veut nous faire croire, mais ce dernier va surtout servir d'intermède comique, bien que l'on verrait plus ce rôle attribué à Bijou, la chienne des cambrioleurs, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, et dire que celle-ci est vachement plus raisonnée que cet écureuil. Maintenant parlons rapidement du personnage de Poto, qui est en fait l'acolyte, le meilleur ami, le poteau quoi, de Roublard, notre héros, et qui est considéré comme l'homme de main, les muscles du duo avec notre écureuil. La particularité de ce rein, c'est tout simplement qu'il est muet. Voilà, vous ne l'entendrez jamais parler à aucun moment du film, mais ce qui fait que ça n'empêche pas d'être suffisamment complice avec notre personnage principal. Vous l'aurez compris, dans le duo, c'est Roublard la tête pensante et c'est Poto les muscles. On pourrait penser que Poto en fait aurait été initié dès le plus jeune âge à la vie vagabond que Roublard a décidé de mener à l'écart de ses semblables. Et donc, pour faire un coup ensemble, quel que soit le danger, il se répartit les tâches ainsi que le butin. De façon plus ou moins équitable. Pour terminer avec ce personnage, certains verront quelques similitudes avec le rat de Rémi du film Pixar Ratatouille, bien que je tienne à préciser que le pelage de Poto est bicolore, bleu et blanc, et ses bouts de pattes sont légèrement différentes que celle de Rémi. Et bien entendu, il est beaucoup plus mince. Donc arrêtez de dire que vous voyez une espèce de Rémi Ratatouille anorexique. Hein, ça n'a rien à voir. Le mec a eu beau travailler chez Pixar,
c'est un autre monde. Pour ce qui est du personnage de Bijou, la chienne des cambrioleurs, il s'agit en fait du chien de garde de ces derniers, bien que celle-ci agisse à contre-cœur. Ces derniers lui donnent des ordres et elle ne fait que les appliquer sans avoir son mot à dire. Forcément, c'est un chien. Donc du coup, quand Roublard va débarquer dans sa vie, ça va être l'occasion de se faire un ami, qui sait, un nouveau maître, surtout que ça va fortement faciliter les choses aux yeux de Roublard lorsque ce dernier est équipé de son machin truc bidule. J'invente pas, vous avez qu'à voir le film, vous comprendrez de quoi il s'agit. Pour finir avec les animaux du parc, Raton est un raton laveur, oui, on va faire dans l'originalité pour les noms, qui est considéré comme le grand Manitou des animaux du parc, dont ces derniers sont extrêmement variés. Vous avez des petites souris, des autres écureuils, des mulots, etc. Donc, en plus de la joyeuse bande que forme Roublard pour réaliser son casse, qui ne sert également que d'intermède comique, vous avez, on va dire, un bestiaire assez varié, et c'est pourquoi j'enchaînerai et terminerai pour ma dernière partie avec les similitudes qu'on a pu trouver à ce film avec Nos voisins les hommes de DreamWorks. Certains considèrent que si Opération Casse-Noisette a eu quand même énormément de succès à sa sortie en salle, c'est parce qu'on en voit une pâle copie, comme je vous l'ai dit, de Nos voisins les hommes. Alors, je tiens à préciser tout de suite, en rien Opération Casse-Noisette n'est une pâle copie de Nos voisins les hommes. Comme je vous l'ai dit, le réalisateur a eu beau travailler chez Pixar et DreamWorks auparavant, cela n'a rien à voir et on voit clairement que ce film est tout bonnement un chef-d'œuvre, un nouveau court-métrage réalisé proprement par Peter Lepétionis et auquel moi je me suis attaché au personnage, j'ai adoré les décors, l'univers, etc. Et pour faire simple, les grosses différences que vous pouvez trouver avec Nos voisins les hommes, ce sont les suivantes. Nos animaux dans Nos voisins les hommes sortent d'un hiver hibernal. Ces derniers ont hiberné tout du long et ils doivent se préparer déjà avec énormément d'avance au prochain, en faisant leurs provisions. La différence avec Opération Casse-Noisette, c'est que nos écureuils vont entrer dans un hiver hibernal. Et le problème, c'est que justement, leur stock est totalement épuisé. Enfin, je ne vais pas vous dévoiler le film, mais si vous prenez le temps de le regarder, vous verrez que leur situation est beaucoup plus gravissime et importante que dans Nos voisins les hommes. Deuxièmement, le bestiaire. Bon, Nos voisins les hommes est extrêmement varié. Vous avez un raton laveur, une moufette, une tortue et 2 opossums en plus d'un écureuil. Je ne vais pas dire que c'était un peu tiré par les cheveux, au contraire, les personnages sont attachants. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo qui parle du film avec Cinétom, je vous mettrai une annotation. La différence avec Opération Casse-Noisette, c'est que la plupart du bestiaire qui constitue le film sont à peu près de la même race. Vous avez énormément d'écureuils et 2 ou 3 autres mulots et autres personnages, dont une taupe, pour l'intérêt du film, qui vous apprend donc un petit peu à reconnaître les visages, j'ai envie de dire. Ça change un petit peu. Une dernière chose, les êtres humains, le rôle en tout cas des êtres humains dans ce film. Autant dans Nos voisins les hommes, c'est eux, et exclusivement eux, qui servaient d'intermède comique, l'exterminateur et la femme complètement déjantée, qui ne peut pas supporter un animal au kilomètre à la ronde, sont clairement là pour amuser la galerie. Tandis que là, nous avons des cambrioleurs qui tentent de réaliser un casse en plus d'un autre que nous suivons depuis le début. Vous voyez, 2 histoires totalement entremêlées et qui franchement sont tout aussi agréables à suivre l'une que l'autre. Surtout pour les imprévus qui vont se faire, la façon d'improviser de nos personnages et le dénouement final. Je terminerai avec 2 clins d'œil, enfin 2 petites anecdotes. Il y a notamment un plan au moment du film où la caméra est en gros zoom sur le visage de Roublard et de son poteau pendant un moment de réflexion. Et je tiens à saluer la prouesse des infographistes, car le détail du pelage est extrêmement bien foutu. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce film. Le scénario est prenant, les personnages sont attachants et bien foutus, les décors sont beaux, c'est coloré, il y a une morale, contrairement à Nos voisins les hommes, je suis désolé. Là, le personnage doit se débrouiller par lui-même et rejeté par ses semblables, tandis que dans Nos voisins les hommes, Riton s'incruste, demande carrément de l'aide à des personnes qu'il ne connaît pas, bien que Verne s'en méfie. Il va mener tout le monde dans la galère, bien que ses opérations réussissent plus facilement que celles de Roublard dans Opération Casse-Noisette, vu que, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'imprévus. Et le dénouement final est vraiment une leçon de vie. Mais vraiment,
Ça finit bien entendu en happy end, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est une leçon de vie, c'est une morale à prendre. Voilà. Ma critique se termine ainsi, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, si vous avez vu le film, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien allez le voir. Si vous l'avez déjà vu, allez le revoir. Et pour ça, je vous invite d'ailleurs à me retrouver au festival Anima du 17 au 22 février, car je vais m'y rendre avec mon école dans le cadre de mes études, mais il passe surtout Opération Casse-Noisette, donc c'est l'occasion si vous l'avez loupé en salle en 2014. Sur ce, j'espère encore que ma critique vous aura plu. Gardez l'esprit toon, une bonne continuation et bye! C'est aim.